Bonjour. D'accord. Bon. Donc nous sommes partis pour discuter de la lutte contre les inégalités et de ses rapports avec la croissance et l'activité économique. Tout d'abord, merci au Cercle des économistes, à Jean-Hervé Lorenzi, à Kiko, pour avoir associé Alternative économique à ces travaux sur un sujet qui nous occupe effectivement beaucoup sur le plan éditorial. C'est une question qui touche certes les pays du Sud, on le voit bien aujourd'hui, en particulier avec les événements du Brésil ou de Turquie, on va y revenir. Mais c'est aussi une question qui touche les pays du Nord. De nombreux acteurs ont interprété la crise qui se produit qui a démarré aux États-Unis comme étant malgré tout un fruit de la montée des inégalités dans les pays du Nord, et d'autre part les crises actuelles creusent les inégalités chez nous. Mais avant de revenir sur toutes ces questions, donc je vous présente brièvement nos différents intervenants. Donc Akiko Osuwa-Eisenman, qui est du Cercle des économistes et de l'École d'économie de Paris et qui a organisé cette table ronde, introduira l'ensemble de la problématique que nous allons essayer de traiter. Puis interviendra Nora Lustig, qui est professeure à la Tulane University à la Nouvelle-Orléans et qui travaille aussi sur un projet Commitment to Equity et qui parlera notamment de ce qui se passe en Amérique latine, plus spécifiquement sujet sur lequel elle travaille. Ensuite interviendra Jayendra Naidu, qui est un ancien syndicaliste de la COSATU en Afrique du Sud, qui à ce titre avait négocié les accords de 1991 qui avaient conduit à la fin de l'apartheid, puis il avait travaillé dans différentes positions au niveau du gouvernement d'Afrique du Sud, toujours sur ces questions de dialogue social en particulier, avant de créer une société d'investissement, J&J, qu'il préside aujourd'hui. Ensuite, ce sera le tour de François Bourguignon, donc, qui est ancien chef économiste et vice-président de la Banque mondiale, revenu en France, où il est professeur à l'EHESS et il a dirigé entre 2007 et 2012 l'École d'économie de Paris en particulier. Interviendront enfin deux dirigeants d'entreprise, dont Thierry Martel, qui est le directeur général de Groupama depuis 2011. Donc Groupama, qui est une société mutualiste liée au monde agricole, très présent à la fois dans la banque et l'assurance. Et enfin, Frédéric Lavenir, donc, qui est le patron de CNP Assurance, donc une très grosse entreprise d'assurance vie en particulier en France, mais qui est aussi présente au Brésil et qui a, à titre personnel, eu une longue action déjà dans le secteur de la microfinance. Donc, Akiko, c'est à vous pour présenter les enjeux de cette session. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes ici réunis pour parler de l'inégalité ce matin ou pour parler des inégalités. Prenons d'abord l'inégalité de revenus. L'inégalité de revenus, ça peut être tout d'abord au niveau mondial l'inégalité entre les pays. Entre les pays, en regardant juste un indicateur qui serait l'écart du revenu national ou du PIB par tête, entre le pays le plus riche et le pays le plus pauvre. Cet écart-là, il était de l'ordre de plus de 50. On peut même dire que là, avec le pays le plus pauvre qui serait le Congo et le pays le plus riche, les États-Unis, il y a un rapport presque de 1 à 100. Peut-être parce que les États-Unis sont très riches et sans doute aussi parce que le Congo a vraiment des difficultés très importantes. Mais cet écart où on prend juste l'indicateur du PIB par tête, on suppose que dans chacun de ces pays, il y a un habitant
et on compare le revenu de 7 habitants représentatifs. Si maintenant on prend un autre indicateur qui serait qu'on pondère chaque pays par le poids qu'il représente, c'est-à-dire par sa population, l'inégalité entre pays, pondérée par la population de chaque pays, cette inégalité, depuis les années 80, est en diminution. C'est un trend extraordinaire, remarquable, de rupture de l'augmentation séculaire des inégalités depuis que les statistiques existent, donc à peu près depuis le 19e siècle. Jusqu'en 1980, ça a augmenté, et depuis, ça diminue. La pauvreté, une des conséquences, c'est que l'extrême pauvreté, celle qui consiste à vivre avec moins d'1 € par jour, cette extrême pauvreté a diminué par 2 entre 1990 et 2010. Donc le taux de pauvreté dans le monde a été divisé par 2, mais ce qui fait quand même plus d'1 milliard de pauvres sur la planète. Et ce trend aussi extraordinaire de diminution de l'extrême pauvreté, on peut la relier à la croissance de grands pays comme la Chine et l'Inde, taux de croissance élevé et population très importante. Maintenant, prenons l'inégalité des revenus à l'intérieur d'un pays. Cette inégalité des revenus à l'intérieur d'un pays a connu une évolution très contrastée depuis 20 ans. Il y a dans certaines régions du monde, cette inégalité a diminué. Dans d'autres régions du monde, dans d'autres pays comme la France, elle est restée globalement stable. Dans d'autres pays comme les États-Unis, elle a augmenté depuis 20 ans. Et ce dont on parle souvent, les top 1%, c'est plus riche, est devenu une sorte de symbole de cette augmentation de l'inégalité dans certains pays, puisqu'on se dit que cette inégalité a augmenté par le haut, par l'extrême haut. Les top 1%, donc le percentile le plus élevé en termes de revenus, représentait à peu près 7% du revenu total dans les années 70 dans nos pays développés. En France, maintenant, il représente 9%. Petite hausse, vous me direz, mais c'est quand même une hausse. 9% en France, les top 1% représentent 9% en France, 14% au Royaume-Uni, 20% aux États-Unis, 20% maintenant, alors qu'ils représentaient aussi à peu près 7% dans les années 70. C'est le percentile le plus haut. Ce n'est pas beaucoup de gens, mais c'est quand même très marquant. À côté, l'inégalité, c'est aussi une autre manière de le voir, c'est une photo de la répartition des revenus à un moment du temps. Après, on a envie de faire bouger cette photo et on a envie de voir dans quelle position on est sur la photo. Et ça, ce concept-là, c'est le concept de mobilité. Je suis au bas de la distribution, je suis pauvre, ou je suis une classe moyenne. Est-ce que j'ai la possibilité de m'élever dans la société ? Ça, c'est la mobilité, plus précisément, c'est la mobilité ascendante, l'ascenseur social, ce qui motive nos aspirations. Et de temps en temps, on se dit, je n'arrive plus à monter, la société est bloquée, l'ascenseur social est en panne. Et on se dit aussi, pour les plus pauvres, ces pauvres n'arrivent plus, sentent ces sociétés encore plus bloquées, et eux-mêmes ont l'impression, ont le sentiment d'être enfermés dans une trappe à pauvreté, dans un plafond où ils ne peuvent plus, ils n'ont accès à aucune des dimensions qui font la vie quotidienne d'un citoyen ayant sa place dans la société. En effet, j'ai parlé jusqu'ici des revenus, mais il y a d'autres dimensions que les revenus pour avoir sa place dans la société.
c'est pouvoir manger à sa faim, bien sûr, la nutrition ou l'eau, pouvoir avoir accès à une assurance maladie, c'est le cas chez nous, c'est pas forcément le cas, comme vous le savez, aux États-Unis, avoir droit à un logement, pas trop cher, avoir droit à une bonne école, une justice, pouvoir être entendu quand on veut s'exprimer politiquement. Donc toutes ces autres dimensions toutes ces autres dimensions sont aussi des dimensions de l'inégalité, des inégalités. Et je vous invite à les découvrir aujourd'hui. Merci. Donc des inégalités entre pays qui ont plutôt tendance à se réduire depuis 30 ans, et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est une rupture majeure par rapport à la tendance antérieure, mais des inégalités à l'intérieur des pays qui ont tendance, elles, plutôt à s'accroître, et à s'accroître notamment par le haut et l'enrichissement très fort du top 1%, mais cette vision par les revenus est loin d'être le seul sujet quand on parle d'inégalité. L'inégalité des opportunités, les capacités de mobilité sont très importantes aussi. Mais nous allons y revenir. Alors Nora Lustig, donc vous avez travaillé beaucoup sur l'Amérique latine, et sur ce terrain, l'Amérique latine a fait des progrès très sensibles ces dernières années. Alors, est-ce que c'est la réduction des inégalités qui a permis la croissance, ou la croissance qui permet la réduction des inégalités, et quels problèmes ça pose? Bonjour. Oui. Je vais parler anglais. Ma langue maternelle, l'espagnol, mais en anglais sera. Okay, so I am going to talk today about the trends in inequality in Latin America. We have seen a phenomenon in Latin America which is quite remarkable, because in the last 10 years or so, practically every country in the region saw its inequality indicators fall, and sometimes by pretty significant amounts. This started in some countries in the mid-90s, like Mexico, or at the end of the 90s, like Brazil and Chile. So we've had a persistent decline in inequality, which is remarkable because Latin America is the region with the highest inequality. And it's also remarkable because it's very seldom that you see so many countries experiencing this at the same time. It's also remarkable because in the rest of the world, inequality has been on the rise. So everybody's interested to learn what's happening in Latin America that has made this sort of miracle happen. And when you start to look into the factors that explain the decline in inequality in Latin America, there are two main factors that stand out. The first one is in the labor market. What happened is that although everybody's wages increased, because Latin America had good growth during these years, the wages of the bottom, of the less educated, increased by more than those at the top. So you had what in economics we call a decline in the skilled premium. There's been less of an increase in the returns to higher education than used to be in the past. So that's one phenomenon, and we say, okay, good, that means that labor market is working more for the people at the bottom than what it used to be. That explains about 50% of the decline in inequality on average. The other factor that explains it is that Latin America introduced much more progressive public spending. In particular, as you know, Latin America championed the conditional cash transfers, which now exist almost in every country of the region, and exist in very large scale in Brazil and Mexico, where in Brazil you have 50 million people that benefit from Bolsa Familia, and in Mexico you have about 20 million people that benefit from Oportunidades. So these redistributive mechanisms were operating quite effectively in reducing both poverty and inequality. And the reduction in inequality was
so important that about 50% of the decline in poverty that happened in Latin America in the 2000s is attributed to the decline in inequality, not just growth. So it's been quite a remarkable process of social progress. That's been matched also with much wider access to education and health at the bottom of the population. So these are the good news. And then, we see all these phenomena that are happening in terms of manifestations of social discontent. Now, everybody's focusing on Brazil because Brazil is the largest country, and so whatever happens makes the news. But you've had protests happening in many countries of Latin America in the last 5 years. So how do you reconcile this data that shows you a very significant, and in some cases quite some time it's been occurring, decline in inequality, reduction of poverty, increasing access to social services with an increase in social discontent? And I am going to venture some hypotheses that I'm working on right now because we're all trying to explain this apparently contradictory, paradoxical situation. And I think that it's linked to something that inequality measures don't tell us. When you look at two inequality measures over time, you may see, okay, let's use one that we use very commonly, the so-called Gini coefficient, doesn't matter, it measures inequality. And you see that it's lower than it was between 2000 and 2010. But you don't know who went up or down within this changes in inequality. Or even if they didn't go down, who was expecting to go further up than what it did compared to others? So I think that what we're seeing here is more a situation which is manifesting the discontent of what we could call the losers of the process of redistribution. You can have winners and losers. That is not measured by inequality, and they may not be measured by poverty either. So who have been the losers once you start looking at what happens within the countries? We see that people, for example, become net payers to the fiscal system more or less when they are at the bottom, like the people that are in the third decile. So that's the lowest 10%, the lowest 20% do not pay into the fisc. They're net beneficiaries. But after that, people become net payers in monetary terms. So they are shouldering, if you want, the redistribution to the bottom. And I think that's one of the processes that we're probably observing, that there is discontent. Let me mention 3 cases in which we can see how this is manifested. In Argentina, for example, you've had a massive redistribution through a new pension system, which is called the moratorium pension, which gives access to people who had never contributed to the system to the minimum pension of the formal system. Okay? So all these people that, I mean, it was very beneficial, by the way, for women, because they're the ones who were not in the labor force. So it looks good, it's making some redistribution happening. The problem is that a lot of it has been funded by people who are in the formal system that do not see their pension being increased at the rate of inflation. So there is a within redistribution within pensioners that creates a lot of people that are discontent. In the case of Brazil, what you see is that the shouldering of the redistribution has primarily been experienced by what you could call the emerging middle class and the middle class. They are not seeing the benefits of this redistribution because what they need is different from what the poor need. Healthcare is assured, they have access to tertiary education. What they want probably is better transportation, better quality education, and also quality of life in terms of not seeing that the top actually exploits the benefits of being in charge of the state coffer. In Chile, you probably followed all the movements, student movements that have been protesting in a situation in which, for the first time, many people have had access to tertiary education that you
said, well, I mean, what's going on? This has been a massive increase in access to tertiary education for people who before were not able to do it. So why is there this discontent? Well, it turns out that a lot of these people, in order to go to the university, had to borrow, because it's not a public system. A lot of them go to a private university and had to borrow. Turns out that precisely this process of reducing returns at the top relatively over time has been a problem for those people who borrowed, because many of them have a very hard time paying back. The salaries that they're receiving are much below what they expected to receive in order to make their debts good. So they're frustrated and they want to have a different situation, and they're asking for public education of high quality because they feel cheated by something that was supposed to create more opportunities, but it did not. So I think that these stories, what they're telling us, that we have to be quite careful about going to knee-jerk conclusions. Yes, knee-jerk conclusions. Yeah, I'm finishing. Knee-jerk conclusions about what good news. There is good news with the reduction in inequality and poverty, undoubtedly, but we have to look at the system with much more, if you want, detail to see who are the winners and losers, and whether we want to see those who are losing to be the ones that should be losing in a process of redistribution, because we may not be doing it right. Thank you. Jayendra Naidoo, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose concernant les inégalités à propos d'Afrique du Sud, même si beaucoup de choses ont été faites au cours des 20 dernières années. L'Afrique du Sud reste un des pays les plus inégalitaires. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien entre ces inégalités et le développement en Afrique du Sud aujourd'hui ? Perspective is really shaped by my experience as a trade unionist. I'm also not trained with a mic as well. So I was a trade unionist in the 80s and 90s, and then after the election I was involved in the legislative reform and social and economic policies, and then finally over the last decade really as a private citizen and a businessman, and my perspective on growth and inequality is really derived from those experiences. In the early 1990s, just as apartheid was ending and we looked forward to democracy, we had this big debate about growth and inequality. And on the one side, big business and the government of the day had the view that to end poverty and the decade of discrimination that we had experienced in South Africa, there was a need for growing a bigger cake, and that was the only way in which you could deal with this, and that growth was the #1 priority. And on the other side was a social movement that had fought against apartheid and was now poised to enter into government, and the different view that came from that side, which was my side, was that we needed to implement new social policies and make new investments from the public sector especially that redressed all these legacies of the past. And this debate has been continuing since 1994 up until the present through all the new institutions we've created, and also in the everyday cat and mouse battle that goes on between government and businesses. And in this cat and mouse game, government seeks to extract more social and investment outcomes from the economy, and businesses seek to reduce their risks and improve their returns. And often, there are well-meant measures that produce unintended results, because businesses always find a way to escape from the things that don't help them to make a return on their investment. And I think this is true for all over the world. The cat and mouse game is not a South African thing uniquely, but it has a unique intensity in South Africa.
South Africa had experienced a very high growth rate of over 5%, which is high by our historical standards, from 1960 to 1974. But this was within the context of a two-track economic system, which on the one hand had stripped the so-called, as we call them then, as the government called it, the non-white peoples, stripped them of land, economic participation rights, access to higher education, limited the rights of movement of most people, and many other restrictions. We had two nations coexisting in one country. A minority white nation that was on par with the living standards of the most developed countries. And then a much larger black nation on par with the living standards of the least developed nations. So this growth, combined with rising inequality, was producing an unsustainable society. And from the mid-1970s, there was an explosion of social protests, mass action, growth of radical trade unions and civic organizations, and also international pressure with sanctions and disinvestment. And coupled with that and the high cost of running an unlegitimate police state style of civil administration, the whole growth of the apartheid economy ground to a halt. Fortunately, we were able to go past that. And after the 1994 elections and the establishment of democracy, a whole lot of new changes were introduced. The legal inequalities were removed, policies were adopted to address the historical legacies, new labor laws were enacted, a new competition system to restrict the power of dominant companies was established, social welfare grants, very important, were massively extended, today covering the bottom 40% of the South African population. Economic ownership and participation by blacks and women were promoted, and there was a huge rollout of infrastructure for electricity, water, telecoms, roads to the general population. And these measures were all managed within very conservative financial parameters, such that today South Africa's net debt is currently relatively low. We haven't had to bail out any banks or anything like that. We are experiencing the longest sustained growth in South Africa's history from 1994 to now. Not at 5%, but it has been the longest positive growth. The middle class has doubled in this period, with the new entrants being mainly black South Africans. So if I stop there, it sounds like a very positive picture. But at the same time, inequality measured by the Gini coefficient has increased from 1994 to today. Social protests and strikes after a period of labor peace have mushroomed. The rand is the most volatile currency, driven by its chronic trade imbalances and negative perceptions of our internal social stability. Official unemployment is of approximately 25%, and about half of the youth are unemployed. So there's a new divide now that exists between two large subgroups. I don't want to call them nations, maybe. It's a multiracial, wealthy nation, and then a mainly black, poor nation. While education, health, unemployment, corruption, and crime are the South African government's current main priorities, the wealthy side of South Africa enjoys access to the private health, private education, private security, which is on par with anything in the world. We are in the top 10 on private health and private education. So we still have these two nations. So what conclusions do I draw? Growth is necessary, a necessary condition, but it is not a sufficient condition for dealing with inequality. Political democracy is also a necessary condition, but it is also an insufficient condition. We need something more. And I think that what we need is to look at the quality of social participation, which is very crucial. An economy is driven by actions of vast numbers of individuals and organizations. And achieving both higher growth and higher equality requires an aggregation and the harnessing of all of these actions. Decisions to employ, decisions to invest, decisions to buy, decisions to sell, all of these actions have to be harnessed. And that requires a combination of good leadership, good planning, understanding and trust between the main players and between all citizens. And of fundamental importance is the realignment of incentives that drive the behavior of the various vested interests
that have been built up in South Africa over long periods of time and which don't suit the current social, technological, and economic imperatives of the present time. And in conclusion, as a businessman, I've now learned something, that when your management have got the right incentives, when your staff have got the right incentives, when the business model is properly aligned with the regulatory environment, you're more likely to succeed. And I think it is probably the same which is true for society. And this is the unfinished work of South Africa. Thank you. Merci. Donc depuis 1994 en Afrique du Sud, il y a eu une croissance relativement forte, mais qui n'a pas conduit malgré tout à une réduction des inégalités, plutôt au contraire. Elle a permis effectivement de rendre multiraciale la partie la plus riche de la société, mais il reste toujours une double société. C'est parce que une forte croissance est une condition sans doute nécessaire pour réduire les inégalités, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut un bon leadership, un bon planning et des bonnes incitations aux acteurs, et ça manque manifestement encore en Afrique du Sud, mais je pense qu'on va revenir aussi à ces questions avec François Bourguignon. Donc vous comptiez aussi insister beaucoup sur la question des opportunités, pas simplement de la question des inégalités de revenus constatées ex post. Oui, merci. Et merci de me procurer la jointure avec ce que je voulais dire. Cette idée que la croissance, si elle est rapide, va à la fin des fins permettre de satisfaire tout le monde et donc éventuellement de réduire l'inégalité, c'est une vision qu'on a eue pendant très très longtemps. Un organisme comme la Banque mondiale a fonctionné pratiquement depuis sa création jusqu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, très exactement sur cette base-là. Ne regardons pas les problèmes d'inégalité, etc. Ce qui est important, c'est que le produit intérieur croisse, peu importe comment il croît, mais quand il y en aura suffisamment, on pourra se préoccuper de redistribuer. Et d'une certaine façon, la profession des économistes, pendant relativement longtemps, a un peu aussi observé la même dichotomie entre croissance d'un côté et redistribution de l'autre. Et je crois que c'est qu'il y a seulement une vingtaine d'années qu'on a repris ce problème-là pour comprendre que l'inégalité n'était certainement pas, ou la distribution n'était certainement pas le seul et unique déterminant de la croissance, mais que ça jouait un rôle dans la croissance et qu'il fallait le prendre en compte et que dans des stratégies de développement et dans des stratégies pour pays développés, c'était un élément qu'il fallait prendre en compte. Mais on a en même temps découvert que les choses étaient beaucoup plus complexes qu'il n'y paraissait. Et je voudrais essayer de résumer dans quelques minutes la position dans laquelle on est aujourd'hui. Je vais le faire de façon schématique, provocatrice, je pense, mais cela ne signifie absolument pas que je néglige les travaux de beaucoup de mes collègues dans ce domaine-là. Le point essentiel, c'est un point qui a été signalé par Akiko à la fin de son introduction, c'est que l'inégalité, ça a plusieurs dimensions. Il y a l'inégalité des revenus, elle l'a dit, il y a l'inégalité des chances, il y a l'inégalité vis-à-vis de la mobilité intergénérationnelle, il y a des inégalités en termes de possibilité d'exprimer, de faire peser sa voix dans la décision publique. Toutes ces inégalités peuvent jouer un rôle pour expliquer la croissance. Et on a tendance à se concentrer sur la distribution des revenus, et en fait, ce n'est probablement pas la bonne dimension à considérer. Et si il y a un message que je voudrais vous laisser dans cette présentation, c'est uniquement celui-là, c'est de dire que l'inégalité des revenus, c'est quelque chose, c'est important, mais ça n'est pas nécessairement là où il faut agir pour, d'une part, essayer d'améliorer les conditions de la croissance, et d'autre part, diminuer l'inégalité des revenus. Il faut agir en amont. Et c'est ça le point essentiel. Donc laissez-moi simplement développer ces quelques points rapidement. Premier point, pourquoi est-ce que cette inégalité des revenus peut ne pas être très efficace pour influencer la croissance? Prenez le cas suivant, très simple. Dans un pays, on décide de diminuer la valeur ajoutée, la taxe à la valeur ajoutée qui touche à peu près tout le monde, qui est un impôt sur la consommation et qui touche à peu près tout le monde, et de remplacer le manque à gagner par un impôt sur le revenu des tranches supérieures. Imaginons 75%. Et on ne change absolument rien
à la dépense publique. Est-ce qu'on a une raison de penser que cette économie va soudainement se mettre à croître plus vite? On a probablement des raisons de penser qu'elle va se mettre à croître moins vite, mais ce n'est pas tellement sûr, ce n'est pas tellement facile de voir exactement ce qui va se passer, mais on voit bien qu'en faisant ça, on n'a pas un levier très très fort, très direct, qui va peser sur la croissance. Et c'est ça le point essentiel. Alors, quelles inégalités peuvent compter? Eh bien, ce sont ces inégalités qui se situent en amont du processus d'activité économique, ce qui détermine en fait la façon dont les gens peuvent se procurer des revenus, peuvent se procurer, accéder à un certain niveau de vie. C'est le fait que les gens sont inégaux vis-à-vis de la qualité de l'enseignement, et même de la disponibilité d'écoles, que les gens sont inégaux vis-à-vis du crédit, de la possibilité de s'endetter, que les gens sont inégaux vis-à-vis du marché du travail. Certains peuvent y accéder très facilement, d'autres parce qu'ils n'ont pas le bon sexe ou parce qu'ils n'ont pas la bonne ethnie, ne peuvent pas y accéder, ou s'ils y accèdent, n'ont pas les mêmes salaires que les autres. Tous ces éléments-là sont des inégalités fondamentales qui, en même temps, déterminent les inégalités finales qu'on va observer dans les niveaux de vie, mais aussi en même temps entraînent une certaine inefficacité dans le fonctionnement des marchés. Et ce sont ces inégalités-là qui comptent. Alors pourquoi des inefficacités dans le fonctionnement du marché? Quelques exemples permettent de se rendre compte de ça de façon très simple. Imaginez que vous êtes dans une économie dans laquelle, pour obtenir un crédit auprès d'une banque, vous avez besoin de montrer un certain collatéral ou de montrer que vous avez des gens qui sont prêts à garantir que si vous ne remboursez pas, eux se substitueront à vous. Et puis vous avez un très magnifique projet d'investissement. Mais vous n'avez pas ce collatéral, vous allez voir un banquier, vous l'expliquez à quel point votre projet est splendide, et le banquier dit, écoutez, moi je ne peux pas rentrer dans le détail, etc. Vous n'avez strictement aucune garantie, donc je ne vous donne pas le crédit. Maintenant, le voisin, ou peut-être quelqu'un qui vit un petit peu plus loin, parce que ces inégalités sont souvent géographiques, a un projet tout à fait médiocre par rapport au vôtre. Néanmoins, avec un taux de rendement supérieur au taux d'intérêt, il va voir le banquier, il connaît beaucoup de monde, il a le collatéral, il a les garanties, le banquier lui donne immédiatement le crédit dont il a besoin. On entreprend un projet dont le rendement est médiocre, alors qu'on n'entreprend pas un projet dont le rendement est élevé. Là, on a une inefficacité évidente, et on a une inefficacité de l'économie, un mauvais fonctionnement du marché, qui entraîne une croissance beaucoup plus lente. Des exemples de ce type-là, on peut les multiplier. L'éducation, c'est la même chose. On peut, le fait de manquer de protection sociale, de ne pas avoir accès à des services d'assurance santé ou d'assurance contre des perturbations importantes dans ses revenus, la possibilité de tomber dans des trappes à pauvreté, tout ceci participe très exactement de la même logique. Donc voilà le message essentiel. Laissez-moi, dans les 30 secondes qui me restent, rajouter 3 points rapides. Le premier point, c'est ces inégalités, est-ce qu'on peut les corriger directement? Si on parle de capital humain, d'éducation, vous ne redistribuez pas de l'éducation directement. Vous n'allez pas prendre de l'éducation à monsieur A pour donner de l'éducation à madame B. Vous allez passer par la dépense publique. Et c'est là que tout se rejoint. C'est là que la redistribution par l'impôt, par la dépense publique, est effectivement susceptible d'affecter la croissance. Donc, ne croyez pas que, après ce que j'ai dit, il faut uniquement regarder les inégalités d'opportunités, la mobilité intergénérationnelle, etc. Évidemment que la redistribution joue un rôle essentiel. Deuxième point, ne croyez pas non plus que ce que je viens d'expliquer, ça s'applique uniquement aux pays latino-américains, à l'Afrique, aux pays en développement. Ça s'applique complètement à la France. Regardez, il y a une statistique qui me semble tout à fait exemplaire dans le cas de la France. Prenez les résultats de PISA, le test sur l'éducation des enfants à 15 ans dans différents pays du monde. La France se situe se situe à peu près à la moyenne de l'ensemble des pays développés. C'est vrai. Mais quand vous regardez la distribution des scores, vous vous rendez compte que la France est l'un des pays dans lequel la variance des scores est la plus élevée. On a en France un PISA, un score moyen qui est à peu près correct, parce qu'on a une élite absolument fantastique, mais on a aussi un bas de distribution qui ne fonctionne vraiment pas bien. Vous avez derrière ça des inégalités fondamentales qui vont se répercuter dans l'ensemble de la société et qui vont affecter la croissance et l'inégalité. Et puis dernier point,
On peut dire, mais d'accord, mais si vous réduisez ces inégalités-là, vous égalisez la qualité de l'éducation, vous créez de la protection sociale, etc., est-ce que vous pouvez nous garantir que les taux de croissance vont augmenter fortement ? Certainement non. Non, il y a beaucoup d'autres déterminants que cela à la croissance. Donc, ne croyons pas que c'est le seul levier pour actionner la croissance. Et puis, n'oublions pas, et ça c'est peut-être pour enchaîner sur ce que Nora a dit à propos du Brésil, n'oublions pas aussi qu'il y a des petites inégalités d'opportunités, de chances, telles que celles que j'ai signalées, mais il y en a aussi dans certains pays des énormes. Et aujourd'hui, quand on regarde les manifestants dans les rues de Sao Paulo, de Rio, on peut aussi penser que l'une des raisons pour ces manifestations, c'est des inégalités importantes qui ont lieu tout en haut de la distribution, qui concernent la corruption, qui concernent le fait qu'il n'y a pas du tout de contrôle possible par la société des décisions qui sont prises, qu'il y a une élite qui prend les décisions et qui prend des décisions qui sont à leur avantage. Là, on a quelque chose de majeur. On sait que c'est un des éléments importants qui bloque la croissance dans beaucoup de pays et ça participe de la même logique de la liaison entre inégalité et développement. Merci. Alors, on va revenir justement davantage en France, peut-être. Donc Thierry Martel, vous vouliez revenir justement sur le rapport public-privé et le rôle de chacun dans la réduction des inégalités et le développement de l'activité. Oui, merci. On s'était pas, je ne sais pas si le micro marche, on ne s'était pas concerté avec François Bourguignon, mais en fait, le fond de mon exposé est exactement le même que le sien. Donc ça va être les mêmes idées dites avec d'autres mots. Quand j'ai lu le titre de la conférence qui était « La lutte contre les inégalités au bénéfice de la croissance », me sont en fait inconsciemment revenus en mémoire mes cours de physique qui nous apprenaient que des inégalités naissent les potentiels, puis que des potentiels découlent les énergies. Et dès lors, je me suis demandé si je ne me lançais pas dans un exercice de résolution de l'oxymore de la croissance égalitaire. Je crois finalement que ce n'est pas tout à fait le cas, et c'est ce que je vais essayer de vous exposer en quelques minutes. Le marché est le moteur de la croissance, à la fois par une allocation optimisée des ressources et l'enrichissement des agents, ainsi que par l'innovation et la productivité qu'il engendre. Mais tout le monde le sait, le marché pur n'existe pas. Les imperfections de son fonctionnement génèrent excès et asymétrie, débouchant sur des inégalités et des crises. Ceci a pu être démontré sur tous les continents au fil des siècles. Partout où le PIB moyen par habitant a fortement augmenté, cela ne s'est pas traduit par des réductions spontanées d'écarts de revenus au sein des différentes nations. Pour préserver la croissance, il est indispensable de s'intéresser aux inégalités que les mécanismes de marché ne savent pas compenser, et ça pour deux raisons. Tout d'abord, une raison morale, liée à la nécessité de reconnaître la dignité fondamentale de chaque être humain. Ensuite, une raison plus utilitariste et de recherche d'efficacité, dans la mesure où le marché ne fonctionne pas selon des principes idéaux. L'allocation des ressources n'étant pas optimale, il génère des rentes, des positions dominantes et des inégalités qui entraînent à leur tour des tensions sociales et politiques qui sont défavorables au fonctionnement du marché et qui finissent par tuer la croissance. Pour cela, il est nécessaire d'introduire des outils de régulation économique qui encadrent les dérives en recherchant ce que j'appellerais un niveau d'inégalité à la fois juste et efficace. Juste, car permettant de répondre à la dignité et à la réalisation de soi sans altérer les mécanismes positifs de marché. Efficace, car permettant de perpétuer l'innovation et la liberté d'entreprendre, qui sont les moteurs de la croissance. Ce niveau optimum d'inégalité juste et efficace n'est constant ni dans le temps ni dans l'espace et dépend notamment des contextes culturels. Il repose néanmoins sur des piliers quasiment invariants. Tout d'abord, il faut que les inégalités de patrimoine et les écarts de revenus soient acceptables par tous, et en particulier par les plus démunis eux-mêmes. Celui qui est dans la situation la plus défavorisée doit pouvoir accepter de vivre dans des conditions minimales sans avoir le désir de remettre en cause les fondements de la société, comme le rappelle John Rawls. Il faut aussi que chacun dispose des conditions d'une vie digne, de réalisation de soi et de respect de soi, ce qui passe non pas par l'assistance mais par l'autonomie, en rendant chacun capable selon ses aptitudes, au sens des capabilities de Amartya Sen. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'enjeu fondamental de la réforme des États-providence, qui doit viser plus l'autonomie que l'égalité, en tant que telle, des individus.
Il faut également que l'accès aux élites soit plus ouvert pour assurer leur renouvellement et leur diversité, ce qui nécessite un système d'éducation développé. L'exemplarité des élites passera aussi par un système de mobilité dynamique, laissant une large place au mérite. Enfin, il faut que la régulation ne bride pas l'innovation, la création et la volonté d'enrichissement des agents économiques, ce qui passe par une simplification des démarches administratives, une fiscalité incitative et une vraie valorisation de la culture d'entreprendre et de la réussite économique. Ces piliers génèrent ainsi de la confiance à tous les niveaux, même vis-à-vis des élites, ce qui est la pierre angulaire du pacte social qui lie les citoyens d'une même nation. Alors comment les assureurs peuvent-ils contribuer au débat et à la recherche de l'inégalité juste et efficace au service de la croissance? Tout d'abord par leur métier. L'assurance stabilise les sociétés car elle mutualise et prévient des risques dont la portée sociale est forte et elle apporte de la sécurité qui réduit les inégalités face à l'avenir. C'est par exemple le cas des assurances collectives en matière d'assurance de personnes et notamment de santé. En décorrélant partiellement la cotisation du coût du risque au sein d'une communauté solidaire, l'entreprise par exemple, nous réduisons une inégalité fondamentalement injuste face à la santé, tout en produisant de l'utilité économique, car une population en bonne santé est plus productive. Ensuite, par leur rôle d'employeur. À l'instar de l'agriculture ou du bâtiment, l'assurance est un métier faiblement délocalisable et fortement ancré dans son pays domestique. Cela lui donne des marges de manœuvre pour développer un modèle social qui recherche l'égalité juste et efficace évoquée précédemment. Ce modèle repose en synthèse sur une répartition équitable de la création de valeur, une part prépondérante laissée à la promotion interne, un dialogue social riche et un effort particulier de formation. Nous avons aussi, depuis quelques années, lancé des initiatives concrètes en faveur de la diversité et de la parité, avec des résultats encourageants pour l'ensemble des salariés. Cette recherche de l'équilibre entre le service optimal aux sociétaires, l'ancrage économique dans les territoires et la responsabilité sociale d'employeurs est une préoccupation majeure pour un groupe mutualiste comme Groupama. Il est important que les salariés, à quelque niveau que ce soit et où qu'ils soient, se sentent engagés, reconnus et acteurs de leur propre vie comme de leur entreprise. En conclusion, je dirais donc que croissance et inégalité sont indissociables. Mais trop d'inégalités tue la croissance. Et pour revenir au titre de ce colloque, je dirais donc qu'il s'agit moins de lutter contre les inégalités que de les encadrer afin de rechercher le niveau d'inégalité juste et efficace, garant d'une croissance forte, durable et inclusive. Merci. Frédéric Lavenir, il vous revient de terminer cette première tournée de présentation, donc je pense qu'on va revenir un peu sur ces questions. Oui, bonjour. Alors, le thème de cette réunion m'a rappelé une phrase qu'un économiste pour qui j'ai une très très haute estime m'a répété à plusieurs reprises. Cette phrase, c'était simplement de constater que, comme vous le savez tous, Karl Marx, que vous avez tous lu, j'imagine, a écrit Le Capital et pas la sécurité sociale. Alors, finalement, je pourrais m'arrêter là, parce que comme on est un petit peu en retard, ça permettrait de regagner le temps perdu. Mais pour illustrer un peu cette phrase, qui me semble être la meilleure réponse à la question posée, je voulais, moi, vous raconter une petite histoire, parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit sur le fond. Et cette petite histoire, c'est celle d'un jeune homme que j'ai rencontré il y a quelques années. Alors, je viens de décider de l'appeler Jean Hervé. C'est évidemment pas son nom, dont je ne me souviens pas, mais c'est en hommage à notre ami Jean-Hervé Lorenzi, évidemment. Jean Hervé, que j'ai rencontré dans une antenne de l'ADI. L'ADI, c'est une association de microcrédit française, dans laquelle j'ai un peu travaillé au cours des dernières années. Jean Hervé entrait dans cette antenne de l'ADI pour chercher de l'argent. C'est un jeune homme qui n'avait pas dû aller jusqu'au bac, même certainement, qui devait dealer un peu, pas trop, et avait trouvé l'idée, parce qu'il était d'origine africaine, d'acheter dans sa famille, restée en Afrique, des objets d'artisanat pour les revendre en France. Sauf que comme il n'avait évidemment pas un copec devant lui, ça ne menait pas bien loin parce qu'en gros, il était obligé de ne payer qu'après avoir vendu, ce qui nécessairement limitait ses revenus à quelques dizaines d'euros parce qu'on ne va pas loin comme ça.
Et un jour, il s'est dit que s'il avait un peu d'argent d'avance, ça lui permettrait de développer un peu les choses et de transformer ça en un petit business qui lui permettrait de vivre. C'est pour ça qu'il était venu en chercher. Et en l'accueillant, on lui a dit, ce qui était normal, parce que bien sûr, il était au noir, la première chose à faire pour obtenir un prêt, c'est quand même de vous régulariser. Et alors là, sa réaction a été extraordinaire, je dois la partager avec vous, c'est une histoire vraie que j'ai vécue moi-même. Sa réaction a été de dire, mais attendez, je pensais que c'était interdit. Je n'exagère pas. Et en fait, je vais vite, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pour se régulariser, il fallait qu'il remplisse pas mal de papiers. Une fois les papiers remplis, ce qui déjà est quelque chose auquel il ne serait probablement pas arrivé tout seul, à supposer qu'il ait pu le faire, il se voyait immédiatement taxé de quelques centaines d'euros. Et ces taxes et cotisations de sécurité sociale parfaitement légitimes, lui les appelait, avant toute discussion, des amendes. C'est-à-dire qu'il avait une perception du monde extérieur comme d'un monde construit pour lui interdire l'entrée dans l'économie. Alors on lui a prêté 2 ou 3 000 euros. Avec ça, il a acheté un certain nombre de choses. Et puis, 1 an et demi après, on continuait à le suivre puisqu'il remboursait son prêt mois après mois. Il gagnait 1 000 euros par mois net avec sa petite activité. La morale de l'histoire, c'est que, alors aujourd'hui, ce sont les statistiques françaises, je n'ai pas suivi ce qu'il a fait, mais statistiquement, à 80% de chance, il doit avoir un emploi, soit celui qu'il a créé lui-même, soit un emploi salarié. Et il y a même 20% de chance que, depuis les quelques années où il a lancé son affaire, il ait embauché quelqu'un. Le bilan, c'est que Jean Hervé, il fabrique à peu près 12 000 euros ou 20 000 euros de PIB par an. Hein, c'est son revenu. Il a un emploi, peut-être en est-il créé un en plus, et il est rentré dans la société en contribuant à la croissance. C'est juste un exemple très microéconomique. Simplement, on peut le multiplier par 100 000 ou 500 000, et alors là, on a une question qui n'est plus microéconomique, mais macroéconomique, et qui est celle de notre atelier. Alors bien sûr, tout ça, c'est un exemple français, on pourrait le prendre partout dans le monde. On pourrait le prendre partout dans le monde, et avec la conclusion intermédiaire consiste à dire que le premier levier de croissance, c'est la réduction des inégalités par l'accès à la capacité de créer. Je crois que ce petit théorème est essentiel. Alors une fois qu'on l'a posé, évidemment, on n'a pas avancé d'un pouce, puisque ça n'est pas avec notre bonne volonté que nous allons changer les choses. Quoique, parce que donner cette opportunité de créer, ça repose sur une chose très simple qui est la confiance. Le jour où on a prêté à Jean Hervé, on lui a fait confiance, simplement. C'est un acte de foi. Or, il y a des institutions dans le monde qui nous entoure dont le métier, dont la matière première est la confiance. Et qui d'ailleurs, à cet égard, sont les institutions dont le fondement est le plus éthique de toutes les institutions qui peuvent exister, puisque leur matière première est de nature éthique, c'est la confiance. Ces institutions, je suis sûr que vous les avez reconnues, n'est-ce pas? Ce n'est pas exactement en ces termes qu'on en parle ces temps-ci, et pourtant c'est leur vocation, sont les institutions financières, dont le métier est d'intermédier la confiance. Les banques et les assurances. Alors par rapport à l'exemple de Jean Hervé, la question pratique qu'on peut se poser, si on veut quitter l'exemple ou la théorie, c'est au fond ces institutions que sont les banques et les assurances dont le métier est de faire commerce de la confiance, c'est un très beau métier, comment peuvent-elles contribuer précisément à la croissance par la réduction des inégalités? Bon, alors ça c'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle il y a des réponses, et des réponses opérationnelles, pas seulement de principe. Pourquoi une banque ou une compagnie d'assurance vont-elles vouloir ou pouvoir contribuer à faire confiance à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas? Parce qu'il est très facile de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît bien. C'est facile, c'est pas toujours une bonne idée. C'est pas toujours une bonne idée. C'est même parfois une mauvaise idée, mais c'est facile. En revanche, il est extrêmement difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, au sens où il fait partie d'un monde qui est ailleurs. Et Jean Hervé, dans mon exemple, est en dehors. Ce n'est pas quelqu'un à qui on fait naturellement confiance. Alors il y a 2 conditions. La première, c'est celle de la posture. Alors celle-là, elle ne se décrète pas. Dire il faut faire confiance, ça contribue à la croissance et ça contribue à la réduction des inégalités par une meilleure répartition du revenu primaire.
C'est quelque chose qu'on dit ici, puis on sort de la salle, et chacun d'entre nous ne s'en porte ni mieux ni moins bien. Mais malgré tout, il importe bien de considérer que cette évolution de la posture est essentielle. Et aujourd'hui, ça n'est pas la posture naturelle des institutions financières. Pour évoluer, moi je crois beaucoup à la théorie du comportement, il faut agir. Et alors là, on se heurte à un deuxième obstacle qui explique que beaucoup d'institutions financières ne savent pas comment avancer. Et cet obstacle-là, il est véritablement économique et opérationnel. Et lui, c'est un vrai défi, un défi d'innovation et un défi de créativité. C'est lequel? C'est tout simplement que pour faire confiance, il faut d'abord être face à face. Si je vous fais confiance, ou si je vous fais confiance, ou réciproquement, c'est que nous sommes face à face et que nous pouvons échanger. Pour qu'une institution fasse confiance à une personne, à un projet, il faut qu'elle soit d'une manière ou d'une autre face à face. Et ça, quand on est sur des très petits projets, sur une population qui est très loin, c'est difficile. Jean-Hervé, on l'a rencontré dans une antenne de l'ADI, il ne serait jamais rentré dans une banque, et une banque ne serait jamais venue à lui parce que c'est trop cher pour prêter 3 000 € d'aller chercher une personne. Et donc le défi qui nous est posé à nous, institutions financières, c'est celui, par l'innovation, de trouver les moyens de rejoindre, de toucher, d'être face à des populations qui ont besoin de notre confiance et qui doivent nous faire confiance. Un exemple, je sais que je suis en dépassement, mais je veux le prendre, il est au Brésil. Je distribue des produits d'assurance au Brésil, dans des favelas, pas par des agences, c'est impossible, c'est trop cher. Pour un produit qui rapporte 5 € de prime par mois, on ne peut pas ouvrir une agence. On le fait via des bureaux de loterie qui distribuent depuis des décennies des billets de loterie et de loto dans les favelas. On y ajoute des produits d'assurance qui permettent à des gens de se couvrir contre des risques et de ce fait de pouvoir en prendre et d'entrer dans l'économie. Voilà, c'est un exemple, mais c'est aussi une responsabilité pour nous tous, présents ou à venir, actifs dans des institutions financières. Je vous remercie. Donc, on passe à la deuxième phase. On a une petite demi-heure, enfin 20 minutes pour des questions, des interrogations de votre part. Mathieu Ferry, qui a inventé 2020 avec un certain nombre d'autres étudiants et a présenté les travaux hier, a préparé de son côté une première question-intervention. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Mais merci à tous nos intervenants. Je voudrais revenir sur François Bourguignon qui nous a parlé de la pluralité des inégalités, en fait, des différentes dimensions des inégalités, et vous interroger sur les différentes échelles, en fait, sur lesquelles on travaille sur les inégalités, parce qu'on a insisté sur les revenus, la dimension des revenus à l'intérieur des États, ou alors on a comparé les États. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une dimension globale des inégalités, en particulier, en parlant en fait des individus au niveau global? On voit qu'il y a des mouvements sociaux en Afrique du Sud, il y a des mouvements sociaux en Amérique latine. Il y a aussi des mouvements plus globaux, comme Occupy Wall Street, par exemple. Donc il y a une conscience globale des inégalités. Au niveau, si on parle de la justice sociale, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à la justice sociale enfermée à l'intérieur des frontières? Et on parle d'efficacité économique, les inégalités au bénéfice de la croissance. On entreprend des régulations au niveau global pour améliorer la concurrence, pour améliorer un certain nombre de choses sur le marché économique. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger aussi sur une régulation des inégalités au niveau global? Merci. Vous pouvez peut-être répondre directement. Oui, je ne sais pas comment ça marche, oui, très volontiers. Non, d'abord, je voudrais reprendre un terme que vous avez utilisé et que je crois qu'il n'a pas été suffisamment utilisé dans nos présentations, parce qu'on était peut-être tous un peu trop obsédés par la liaison inégalité-croissance, donc le côté un peu mécanique, positif de cette relation. Mais la question de justice sociale est évidemment quelque chose d'important. On aurait pu commencer en disant ce qui est important dans la réduction des inégalités, c'est pas nécessairement l'impact que ça va avoir sur l'économie, mais c'est simplement le fait qu'on a le sentiment qu'on vivra dans une société plus juste. Mais maintenant, et ça a été signalé par un des orateurs, c'est quoi la notion de justice sociale? Est-ce que c'est les résultats ou est-ce que c'est l'accès identique, égal pour tout le monde à toutes les possibilités qu'offrent nos sociétés?
Sur la question que vous posez, les inégalités au niveau global, mais en regardant les individus, la présentation faite au début par Akiko couvre les deux. Quand vous regardez les inégalités entre pays, elles sont tellement massives que si au lieu de regarder les pays, vous prenez en compte le fait que les Brésiliens n'ont pas tous le même niveau de revenu, que les Américains n'ont pas tous le même niveau de revenu, que les Luxembourgeois eux-mêmes n'ont pas tous le même niveau de revenu, et vous regardez l'évolution de l'inégalité entre individus dans le monde, entre citoyens du monde, vous allez trouver aussi la même diminution de l'inégalité. Et ce qu'on va trouver là, c'est le fait que la diminution des inégalités qui a lieu entre pays où habitent ces gens est telle qu'elle fait plus que compenser l'augmentation des inégalités à l'intérieur des pays dans lesquels vivent ces gens. Les inégalités ont augmenté aux États-Unis, c'est vrai, mais en même temps, comme l'écart entre les États-Unis et la Chine a énormément diminué, finalement, le thème qui domine, c'est le fait que la plupart des Chinois, riches ou pauvres, ont diminué l'écart qu'ils avaient vis-à-vis des Américains. Mais le fait que les inégalités deviennent aussi un enjeu mondial, d'éthique mondiale, je crois, est aussi un point important. Vous signalez l'Occupy Wall Street. Je crois que ce qui est assez important, c'est de voir que on peut définir les inégalités en termes du groupe de référence. À qui est-ce qu'on se compare? La communauté mondiale est telle que, aujourd'hui, de plus en plus, les gens se comparent dans un pays au reste du monde plutôt qu'aux gens à l'intérieur du pays. Je voudrais juste profiter du privilège qui m'est donné d'animer cette table ronde pour vous donner un autre élément de réponse à votre question. C'est il y a 50 ans, les inégalités entre pays étaient certes beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, mais simplement ce qui se passait il y a 50 ans, c'est que les pauvres des plus pauvres dans les pays du Sud, ils habitaient dans des villages où il n'y avait pas d'électricité et ils ne savaient pas comment les autres vivaient. Or, aujourd'hui, ce qui fait que c'est devenu un problème, bien que les inégalités entre pays se soient réduites, c'est que les pauvres des plus pauvres dans les pays du Sud, ils vivent dans des bidonvilles, ils vivent très mal, mais ils savent comment les riches vivent sur la côte ouest des États-Unis, et tant que les riches sur la côte ouest des États-Unis ne vivront pas différemment, ils n'accepteront pas de rechercher autre chose que de vivre comme eux. Jean-Pierre Hansen, GDF Suez et département d'économie de l'École Polytechnique. Je me posais une question en entendant le panel à propos de la vraie nature des inégalités. On a tous appris à l'école, en tout cas les gens de mon âge, qu'il y avait une sorte de trade-off, d'arbitrage à faire à propos du niveau d'inégalité. En deçà d'un certain niveau, on préservait l'efficacité de l'économie. Au-delà d'un certain niveau d'inégalité, on pouvait l'hypothéquer. Alors la question classique était de savoir comment tolérer ou définir le niveau d'inégalité acceptable. Alors il y avait Rawls qui disait qu'il ne faut pas réduire les inégalités en deçà d'un certain niveau qui pourrait pénaliser les plus pauvres eux-mêmes. Il y avait Sen qui a parlé des capabilities et un des membres du panel l'a évoqué. Il y a Dworkin qui a dit l'important c'est simplement qu'il n'y ait plus d'envie. Mais je me demandais si, quand on regarde les chiffres et les études les plus récentes, si simplement il y a un trade-off. Il y a plusieurs études anglaises qui montrent qu'aujourd'hui, ou qui auraient tendance à montrer aujourd'hui, que dès qu'il y a une inégalité, il y a inefficacité. Je serais assez curieux d'entendre le panel sur cette fin du trade-off, c'est-à-dire du niveau acceptable d'inégalité, qu'encore une fois, on a tous appris à l'école, me semble-t-il, en tout cas les gens de mon âge, bis. Merci beaucoup. Akiko, vous voulez peut-être dire un mot là-dessus ou... Nora Lustis. Going to say a few things, but I'm sure François and Akiko and others may want to chip in. I think that more than the level of inequality is what's the dynamics that generate it. If the dynamics, some amount of inequality is good for growth because it generates incentives. When you have a reward to people's effort and work, that is good. That's the type of inequality you would say people would accept it. Also a reward to talent. We are not annoyed that big sports people or celebrities are making zillions of money because they have talent and we think that they probably deserve it. But the inequalities that are the result of discrimination, exploitation, and market failures are probably the ones that we want to do away. And you're not going to read that just by looking at the numbers.
because you need to understand what are the underlying processes. So if the process is perverse, inequality is a result of things that are bad, they're likely to generate less growth because of inefficiencies and much more political and social conflict. Frédéric Lavignon. Ça marche ou pas? Oui. Simplement un tout petit point. Il me semble que la réponse n'existe pas tant qu'on reste dans une vision statique des choses, et que la bonne réponse, même si elle est non quantifiable, elle est dans la vision dynamique, c'est-à-dire que l'acceptation des inégalités, qui est à mon avis nécessaire pour éviter l'entropie, repose absolument sur une vision dynamique, c'est-à-dire la perception par chacun de la capacité qu'il a individuellement de les réduire. Et je crois que c'est en regardant la trajectoire future qu'on accepte ou non une inégalité perçue comme marque de succès et non pas comme situation statutaire statique. Donc je crois que c'est en introduisant la dynamique, au moins psychologiquement, qu'on arrive à une possibilité de trade-off. Et c'est probablement parce qu'on a dans nos pays des croissances qui sont assez proches de zéro que le sujet devient plus aigu. Oui, un sujet qui n'a pas, Patrice Robineau, un sujet qui n'a pas été abordé et qui, à mon avis, est quand même en lien avec et la croissance et les inégalités, c'est la régulation du système financier international. Parce que, d'une façon générale, on voit qu'il y a une déconnexion de la sphère financière de l'économie réelle dans beaucoup de pays et dans beaucoup de cas. Et donc, ça nuit à la croissance, et on voit aussi que ça crée des inégalités énormes. Et la deuxième, peut-être le deuxième point, mais qui est dans la même ligne, c'est, bon, comme il a été dit, il y a une minorité, le cas du Nigeria, par exemple, paraît-il que 1% du top des revenus possède 80% des revenus et du patrimoine au Nigeria. Donc on a un petit peu sous-estimé les questions peut-être de fiscalité, qui sont très importantes dans des cas comme ça. Et je dirais, quelle est la meilleure fiscalité possible dans ce cas, compte tenu aussi qu'on voit que d'une façon générale, le capital est moins taxé que le travail, et ça aussi ça nuit, et à la croissance et à l'inégalité. On va peut-être prendre plusieurs interventions puisqu'il y en a beaucoup. Là-bas tout au fond, Madame Pérez. Merci. François Bourguignon a dit, au fond, il y a peut-être eu un piège dans lequel on est entré depuis des années, qui est de croire qu'il suffisait d'avoir de la croissance pour réduire les inégalités. Et je crois que c'est tout à fait juste et qu'il est temps que les progressistes s'en rendent compte, parce qu'en réalité, en pensant ce postulat que croissance égale réduction des inégalités, on a favorisé la financiarisation de l'économie, puisqu'il suffisait d'alimenter la croissance, y compris avec un accès facile aux capitaux, pour réduire les inégalités. Et donc, est-ce que la question à poser n'est pas radicalement différente? Et peut-être que je parle comme européenne aujourd'hui, mais c'est quand même ici et là que nous sommes maintenant. Est-ce que fondamentalement, la question qu'on doit poser, c'est nous ne pouvons supporter de la croissance dès lors qu'on reste attaché à l'idée d'une croissance efficace, que si elle est créatrice des emplois durables et décents dont nous avons besoin. Et je suis très frappée de voir que dans la table ronde, la question de l'emploi, elle n'a pas été mise au cœur, parce que c'est quand même un enjeu, c'est aujourd'hui en Europe l'enjeu déterminant. Donc, si les intervenants peuvent se présenter, donc Pervenche Berès préside la commission emploi et affaires sociales du Parlement européen. Il y avait une main là-bas tout au fond. Monsieur. Qu'est-ce qui... Vous y allez? Il n'y a plus? Oui, je sais. Vous pouvez aller où? Clément Tribalo, étudiant à l'IEP de Rennes. J'aurais juste voulu ajouter un aspect qui n'a pas été évoqué, c'est sur les inégalités géographiques et urbaines. Si on regarde les dernières manifestations qui ont lieu au Brésil, elles sont parties d'une augmentation du prix des transports en commun. Juste un autre exemple, pour resituer sur la France, Hervé Lebras et Emmanuel Todd ont très bien démontré dans leur
dans leur dernier ouvrage à quel point les exclus de la société française se situent dans les aires périurbaines. Est-ce que ce n'est pas un aspect des inégalités vraiment très important à prendre en compte aujourd'hui, cet aspect géographique et périurbain? Ok. Alors, il y avait encore plein de mains. On va sans doute pas pouvoir prendre tout le monde puisqu'on me rappelle à la police, mais on va prendre encore deux interrogations ici. Là. Je voudrais juste soulever en aparté le problème de ces fameuses multinationales américaines. Vous pouvez juste dire qui vous êtes? Marc Sada, je suis un retraité, un futur retraité, mais qui essaye de finir ses trimestres. Alors, tous ces Google, Amazon, Apple, Starbucks prennent l'Europe avec leur histoire de taxation, avec l'Irlande, avec la Hollande. On parle beaucoup de tous ces phénomènes de non-taxation. Et je me demande à quel point les autres sociétés françaises vont supporter encore une fois qu'ils ne payent pas d'impôts et que l'État ne prend pas sa juste part de ces bénéfices mondiaux. Et même si la population, à part les entreprises, va dire jusqu'à quel point elle n'est pas excédée de voir ces sociétés qui ne font que s'enrichir sans payer la juste part de ce qu'ils prennent dans chaque pays européen. Voilà. D'accord. Et derrière vous, juste les deux personnes, et après on arrête là, excusez-moi. Oui, bonjour, mon nom est Dominique Chéneau, je préside un cabinet de gestion risque financier. Ma question est assez courte. Pour créer des situations permettant à chacun de réduire les inégalités, donc d'avoir cette conscience, comme l'a dit un des panélistes, pour participer à la croissance en tant que telle, quel est le moyen ou la fiscalité la meilleure entre la taxation du capital et la taxation du travail et les niveaux relatifs de chacun? Parce que l'une des questions considérées, simple, oui. L'un des personnes qui a posé la question a considéré que c'était acquis comme réponse. D'accord. Et juste derrière vous, le jeune, on s'arrêtera là. Bonjour, je suis étudiant à la Sorbonne et à l'école d'économie de Paris. Donc on a compris que les inégalités sont nocives pour la croissance et aussi pour la stabilité sociale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens au pouvoir sont ceux qui profitent des inégalités. Donc qu'est-ce qui peut nous faire croire qu'ils vont être incités à changer les choses et à mettre en place des réformes pour que ces inégalités soient réduites? Voilà. Bon. Alors, nous avons un vaste éventail de questions qui portent beaucoup sur la fiscalité, mais aussi sur la dynamique sociopolitique et sur la question de l'emploi, ainsi que sur les inégalités géographiques. Je vais simplement demander à chacun des intervenants de reprendre la parole quelques minutes, de répondre aux questions, enfin une minute plutôt, pour répondre à une question qui lui serait plus particulièrement adressée ou à laquelle il pourrait apporter une réponse plus pertinente, et dire un mot de conclusion sur l'ensemble de ce débat. On va démarrer par Frédéric Lavenir pour remonter dans le sens inverse des interventions initiales. Bon, alors, une minute. D'abord, l'emploi au cœur, la question de Mme Berès, évidemment, l'emploi est au cœur. Je ne veux pas revenir sur ce que je disais, mais il me semble que précisément, la première question et la mère de toutes les questions en matière de réduction des inégalités, c'est la capacité à libérer l'emploi, qui est exactement la même chose que la création de valeur, et c'est le sujet central. Donc, c'est un peu ce que je voulais exprimer à travers mon intervention, mais en tout cas, si ça n'a pas été le cas, je pense en effet que c'est ça la première question. Et la capacité à faire confiance, mais c'est vrai aussi quand on embauche, c'est assez général, est un levier extrêmement puissant, et qu'au-delà de l'intervention de l'État, ça mène aux questions sur la fiscalité. Il y a, et c'est aussi, me semble-t-il, un message que nous devons prendre les uns et les autres, une responsabilité de chaque acteur, qui n'est d'ailleurs pas généralement divergente avec ses intérêts, mais dont il faut prendre conscience en sortant un petit peu du cadre. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que apporter des produits et apporter de la couverture et de la confiance à des populations qui n'y ont pas naturellement accès, c'est à la fois participer à la croissance, à l'insertion, à la réduction des inégalités et agir dans le sens de l'intérêt du développement des affaires. Ce qui est d'ailleurs assez logique puisque l'actif est toujours égal au passif et le côté gauche du compte d'exploitation au côté droit. Et donc à la fin, la question est celle de l'innovation et de la capacité à avoir accès à des populations qui naturellement n'y ont pas. Donc
Dernier sujet que je voudrais aborder, c'est la question de la fiscalité. Bien sûr que la fiscalité n'est pas neutre. Il est impossible en une minute, une demi-minute de l'évoquer. Je crois simplement que pour ce qui concerne le sujet de la fiscalité des multinationales, il me semble, en lisant le journal, qu'un certain nombre d'États s'en préoccupent de manière extrêmement proactive et beaucoup plus que ça n'a jamais été le cas par les temps qui courent. Donc, en tout cas, c'est un sujet partagé. Quant au plan microéconomique, fiscalité du travail, fiscalité du capital, en l'occurrence, et quand il s'agit de réduire les inégalités par la création d'activités, je pense que ça n'est pas véritablement le sujet pertinent. Le sujet pertinent étant la simplicité, la transparence, la simplification, la neutralité fiscale et la confiance dans les personnes. C'est-à-dire qu'on est véritablement sur des sujets très très simples d'accès aux professions, d'accès aux métiers, de suppression des obstacles à l'activité. Toute personne qui a le sentiment, face à la société, à l'économie dans laquelle elle évolue, qu'il lui est interdit de se lancer, c'est de la valeur en moins et des emplois en moins. Ok. Thierry Martel, vous pourriez peut-être donner des éléments sur les inégalités géographiques, ainsi peut-être que sur la régulation de la finance internationale. Oui, moi je voulais parler plutôt du sujet de la régulation, et je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que la finance serait déconnectée de l'économie. Je pense que le rôle de la finance, c'est d'optimiser ses profits en allouant au mieux un des deux facteurs de production qui est le capital, avec parfois une approche trop court-termiste et surtout une fausse évaluation de ses risques. Et le rôle de la régulation est plus d'amener à une juste évaluation des risques et à la mise en place des mécanismes de sécurité qu'à vouloir réallouer de manière subjective ou politique le facteur de production qu'est le capital. Donc je pense que la finance n'est pas du tout déconnectée de l'économie réelle, elle est parfois juste irresponsable par rapport au risque qu'elle prend. Deuxièmement, sur la fiscalité du travail versus la fiscalité du capital, là aussi c'est une idée totalement fausse de dire que le travail est plus taxé que le capital, c'est juste le contraire en France, et c'est la raison pour laquelle les capitaux fuient massivement aujourd'hui, et on peut se poser la question de savoir si c'est un bien pour l'économie française. François Bourguignon. Oui, donc presque en style télégraphique. Sur d'abord 1% de la population nigériane reçoit 80% du revenu. C'est pas 80% du revenu, c'est 80% du patrimoine. Et c'est radicalement différent. Cela étant, sur le revenu, probablement que les chiffres qu'on a sont faux, mais c'est une autre affaire. Fiscalité du capital et du travail. On a déjà dit beaucoup de choses. Je veux simplement dire qu'il n'y a strictement aucune raison a priori de vouloir les taxer de la même façon. Les rôles joués par ces deux facteurs dans les économies sont différents. Et quand on parle d'une fiscalité identique, est-ce qu'on parle de la fiscalité sur le revenu ? Mais on peut dire que les revenus sont aussi... le travail est aussi taxé à travers la taxe à la valeur ajoutée, etc. etc. Donc je crois qu'il ne faut pas tomber dans des images d'Épinal en disant il y a des principes de ce type-là à respecter. L'emploi, je crois que j'ai l'impression que j'en ai parlé très, très explicitement. Sur les inégalités géographiques, c'est un thème très, très intéressant. On peut le faire. On peut, dans n'importe quel pays, prendre en compte le coût de la vie dans différentes régions, essayer de corriger les niveaux de vie par le coût de la vie. Mais une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on va dire qu'on va moduler l'impôt sur le revenu selon le coût de la vie dans telle ou telle région ? On voit bien que dans des pays comme la France, qui ne sont pas des pays fédéraux, ce n'est pas quelque chose de très facile. Je m'arrête là, je vois que je suis rappelé à l'ordre. Jayendra Naidu. I think philosophically this discussion has been going on since the beginning of history because human beings are naturally geared towards competing with each other and at the same time to living together in groups. So in designing modern societies we must have incentives for people to differentiate themselves but within rules that keep society working in a stable and intact kind of way. And I think in the debate that will come from time to time, those who have a bigger share will always say, let's rather grow the cake more, and those who have a smaller share will say, let's rather share the cake better. And so this is specifics from 10,000 years to now and for the next 10,000 years to come. And I think the other point is that in the environment where there is plenty, it's easier to share and to grow. An environment where there's scarcity, then you have more to fight about. So
I liked very much what Nora said about skills. You know, when there's plenty of skills, the skills premium will drop and inequality will become higher. So these are just some reflections. Thank you. Nora Lustig. Okay, so I think that what has been discussed today is telling us that we probably need to focus on things that go beyond the apparent inequality measures that we usually deal with, that in order to generate harmonious societies, we need to look at factors that link to inequality of opportunities and, like I said, the winners and losers of a process. I think we often confuse the concepts, and that leads us to bad analysis. And I would invite everybody to begin to use the different categories in order to make their own assessments. Merci. François pardon. Je voulais simplement rajouter un tout petit point qui est en liaison avec le titre général de ces rencontres, qui est que dans ce que vient de dire Laura, une complication supplémentaire, c'est que les gagnants et les perdants n'ont pas le même profil temporel. Et qu'il est tout à fait possible qu'avec le temps, il n'y a que des gagnants. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas nécessairement la patience d'attendre que de devenir gagnant pour voter ou pour être d'accord avec une réforme fondamentale. Un mot de conclusion. J'espère que nous vous avons convaincus que la croissance ne suffit pas pour réduire l'inégalité, il faut agir. La lutte contre l'inégalité de revenus, c'est pas seulement la redistribution, prendre à Paul pour donner à Jean. Ça ne suffit pas pour générer de la croissance. Il faut agir par d'autres dimensions, des dimensions qui tiennent à l'action privée et à l'action publique, avoir des services publics non seulement qui existent, mais qui soient de qualité, et un État qui soit aussi de qualité. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette conférence.